Bonsoir à tous, je suis avec Malka Braun. Bonsoir tout le monde. Alors, Malka est la fille de Sam Marcel Braun qui a écrit un livre très poignant. Ils tuaient dans la journée, sans aucun état d'âme, et le soir, c'était des bons maris, des bons papas, ils jouaient avec leurs enfants, comme un être normal. Ils ont été slaves. Est-ce qu'on ne serait pas aussi capable de l'être, nous aussi? Personne ne m'aurait cru, alors je me suis tue. Alors, ton papa a vécu une histoire difficile, puisque il a non seulement perdu son papa, sa maman et sa sœur dans les camps d'Auschwitz, mais il a aussi survécu 2 ans. J'arrive même pas à le dire, tellement je pense que ça a dû être traumatisant pour lui. Et toi, aujourd'hui, tu fais le relais de ton papa, Malka. Est-ce que tu peux me dire s'il y a eu quelque part un avant-après chez toi, à partir du moment où tu as découvert l'histoire de ton papa, parce que j'imagine que ce n'est pas arrivé tout de suite. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer tout cela? Oui, bien sûr. On a été dans le silence. Il n'a pas parlé. Je ne sais pas comment j'ai su qu'il avait été déporté. Toujours est-il que je savais qu'il s'était passé quelque chose de dramatique. Je savais que nos grands-parents et notre tante étaient morts. Mais je n'en savais pas plus. Je ne sais absolument pas par qui j'ai su. On a parlé avec lui très tard. Il a fait un premier manuscrit je devais avoir une vingtaine d'années, qui était un manuscrit qu'il nous a offert à chacun des enfants, à ma mère. Et ça s'appelait Les larmes d'Auschwitz. J'ai lu le manuscrit et à la fin de la lecture, je me suis dit c'est incroyable qu'on puisse faire vivre ça à des êtres humains. Et finalement, tu te rends compte que le silence est quelque chose de très anxiogène. Moi, il a été très anxiogène parce qu'on peut tout imaginer. Et finalement, ce que j'ai su de son histoire, j'ai pas évidemment tout su, mais c'est beaucoup... c'est pire que ce que j'ai pu imaginer, mais c'est concret. C'est quelque chose... je peux enfin mettre des mots sur des émotions, des sentiments, sur des imaginations que j'ai pu avoir. Le silence m'a figée dans la vie. Connaître la réalité et qui est pire que ce que tu peux imaginer, tu te construis plus facilement. C'est pour ça que je témoigne aussi. Beaucoup de gens qui viennent de silence et que la parole est libératrice. Et nous, elle a été libératrice. Alors, elle s'est faite déjà avec le manuscrit, puis un voyage à Auschwitz avec lui en 1995 pour je ne sais plus quelle année de la libération d'Auschwitz. Là, on n'a pas parlé, on a pleuré avec lui. Et après, on a fait le documentaire, Les enfants de Sam, où j'avais à peu près 25 ans. Et on a commencé à parler avec lui à ce moment-là. On a regardé le documentaire sans lui. On était mes frères et ma sœur et moi. Et après, la parole s'est un peu plus déliée. Puis il allait beaucoup dans les écoles. Et moi, je savais que une fois qu'on avait eu cette chance d'avoir la parole, je me disais, qu'est-ce qu'on va en faire de cette parole? Il faut en faire quelque chose. Parce qu'un jour, ils ne seront plus là pour témoigner. Puis surtout, la sienne était pour moi très importante, parce que du pire qu'il avait vécu, il nous a appris le meilleur. Et c'est-à-dire qu'il nous a donné les clés du bien vivre ensemble. Et c'est des clés que j'ai besoin de transmettre. Justement, alors on va reparler donc de ce livre. Au départ, il n'avait pas forcément envie de dévoiler cette histoire traumatisante au grand public. Donc il a écrit ce livre uniquement pour vous. Le premier manuscrit. Le tout premier. Ouais. Pour vous raconter son histoire. Ça commence comme ça en fait. Ouais, ça commence comme ça. Comme s'il y avait un déclic en disant tiens, je ne peux pas le garder pour moi quand même. Ouais. Pas tout de suite, il a quand même mis du temps avant de l'écrire. Il vous l'a déposé quelque part. Qu'est-ce que ça raconte quand tu vas dans les écoles, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu oses exprimer de ce qu'il vous a écrit? Alors, je parle pas du premier manuscrit, je parle surtout du deuxième, qui est le livre, personne ne m'aurait cru, pardon. Alors je me suis tue, oui, qui est un entretien avec un professeur de philosophie. Je parle d'une chose qu'il a écrite ça s'appelait Les larmes d'Auschwitz, le manuscrit qu'il nous avait donné. Et je parle d'une chose, on parle rarement de la sexualité dans le camp. Et mon père a été appelé un jour par un capot. Tu sais, c'était ceux qui gardaient le campement, enfin la baraque. Et il lui a mis une tablette de chocolat sous les yeux contre un acte sexuel.
Et mon père a réussi à dire non, dans cet endroit où il aurait pu être assassiné sans impunité, tu vois, et sans problème. Il a réussi à dire non. Et pour moi, c'est ce que j'explique aux enfants. J'ai dit, vous imaginez, avec la peur de mourir à chaque instant, dire non, alors qu'il pouvait mourir. Et l'autre aurait pu décider de le tuer par rapport à son non. Et finalement, il a sauvé quelque chose d'extrêmement intime de lui. Il a réussi à dire non au camp d'Auschwitz, à un homme qui voulait que mon père lui fasse un acte sexuel. Et c'est ce que je dis aux enfants, c'est tout le monde peut dire non. Ok, donc toi le message que tu passes c'est ça, c'est d'arriver à rester fidèle à ses valeurs et à pas finalement se laisser influencer à cause de la peur. C'est ça, c'est que la peur nous fait faire des choses terrifiantes parfois et accepter des choses terrifiantes. Et lui a réussi à dire non, ça c'est quelque chose pour moi. Et je commence à le dire, j'en ai pas toujours parlé aux enfants, mais ça m'arrive d'en parler. Et je trouve ça important pour eux. Oui, de communiquer l'importance d'avoir son propre cadre et d'éviter toute influence qui viendrait enlever cette pureté qu'on a tous en nous. Alors la pureté à Auschwitz, tu vois, moi je pense qu'il a eu une pureté, enfin c'est une humanité rare quand tu sors d'un endroit comme ça. Enfin ils ont tous une humanité, mais lui au-delà de ça, il était dans la résilience. Tu sais, il est parti, il avait à peine 16 ans, il savait tout juste qu'il était juif, et donc dénoncé par un homme qui voulait leur appartement. Et puis il est rentré en France, il n'avait pas encore 18 ans. Il a été sauvé pendant la marche de la mort. C'est-à-dire qu'il a été à Auschwitz, mais en même temps, il a aussi fait la marche de la mort. Il pesait 35 kilos pour 1,77 m, tu vois, avec le typhus, les pieds gelés. Et un homme qui était déjà dans ce process de résilience, pour moi, c'est... Alors je me demande souvent quel homme il aurait été s'il n'avait pas vécu ça. Et après, il lui a fallu 40 ans de process. Être alcoolique, à un moment, quand il est rentré en France, il a été alcoolique. Certainement pour nettoyer, comme il disait, si tu veux, pour nettoyer. L'alcool devait nettoyer un peu les blessures intérieures. Puis après, il a été médecin. Médecin généraliste. Et ouais. Sauver, aider. Sauver, aider certainement ceux qu'il n'a pas pu sauver, c'est ce que je lui disais. Wow. Je lui ai dit, t'as voulu être médecin pour sauver ceux que tu n'as pas pu sauver dans les camps. Il m'a dit, oui, c'est sûr. Très jolie transmission en tout cas. Et toi, sa fille Malka, est-ce que tu as eu un déclic quand tu as découvert donc, le premier manuscrit? Après, on parlera du livre, bien sûr. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie quand tu as lu ce livre? Si tu veux lire le premier manuscrit, c'est savoir à quel moment ils ont été séparés, comment ça s'est passé, si tu veux. Mais j'ai presque oublié les choses tellement elles sont violentes. Tu vois. Tu as utilisé le mécanisme de défense du... Complètement. Oui, c'est ça, du refoulement. Ouais. C'est ça, tellement c'était difficile. Donc après, ton papa a écrit un livre au grand public. Et là, comment tu le décris dans les écoles Donc tu t'expliquais que le message, effectivement, c'était de pouvoir dire non. Ouais. Voilà. Ça, c'est hyper important. Oui, mais pas que. Pas que. Si tu veux, pour moi, j'ai un ami qui, en 2015, m'a dit, après les attentats, est-ce que tu veux aller dans les écoles témoigner auprès des enfants? Et je lui ai dit, ah bah oui, moi j'adore parler aux enfants, j'ai des jumelles, j'ai toujours adoré qu'il y ait plein de leurs copains à la maison, donc j'ai toujours aimé ça. Et donc, si tu veux, j'ai évidemment dit oui, mais je n'ai pas de légitimité de parler de la Shoah, évidemment, puisque heureusement, je ne l'ai pas vécu. Mais j'ai quand même une légitimité, c'est celle de parler de mon père. Oui. Et qui nous a, comme je te disais, transmis les clés du bien vivre ensemble malgré l'horreur. Et je trouve que c'est fondamental que de les transmettre. Donc finalement, je ne parle pas vraiment de la Shoah, je parle de mon père et de l'homme qu'il était. Et qu'il a été après ça aussi. Il disait, Auschwitz m'a appris ce que certainement plein de vies mises bout à bout m'auraient pas appris. Tu vois. Donc, c'est un discours très résilient. Très.
Mais qu'est-ce qu'il a appris? Il disait, ces hommes qui tuaient sans état d'âme pouvaient être des bons papas et des bons maris. Et qu'on a tous cette bête immonde en nous, et que c'est une vigilance de chaque instant et de chacun. Oui, le fameux passage que j'ai vu, je ne sais pas si je peux en mettre un tout petit extrait. Mais, bien sûr, tu peux. Oui, ça m'a vraiment fait quelque chose de voir ce passage. Parce qu'il faut bien se dire que les SS, c'est aussi des gens normaux. Ce n'est pas des fous. Les fous, on les soigne. Ce n'étaient pas des fous. Ils tuaient dans la journée, sans aucun état d'âme. Et le soir, c'était des bons maris, des bons papas. Ils jouaient avec leurs enfants. Ils aimaient leurs femmes, comme un être normal, comme des êtres normaux. Ils ont été cela. Est-ce qu'on ne serait pas aussi capable de l'être, nous aussi? Est-ce que nous n'avons pas tous en nous-mêmes un bourreau qui sommeille? C'est important de se dire ça. C'est important de se dire que la barbarie n'est pas simplement l'apanage de l'autre. Parce qu'on a tous tendance un petit peu à considérer que ceux qui extérieurement sont différents de nous doivent être mis peut-être un peu à l'index, doivent être peut-être exclus de notre univers. On a tous un peu cette tendance-là. On a tous cette tendance, c'est pourquoi il faut être très attentif. Il faut être très attentif à nos réactions. Il faut être aussi très modeste et humble et se dire que oui, nous pouvons aussi être des bourreaux. C'est aussi à Auschwitz qui m'a appris ça. Effectivement, les SS, le soir, embrassaient leur famille. Ça ne les empêchait pas d'être cruels la journée, de penser que tout cela était normal. Bon, c'est ce qu'on appelle être sous emprise, sous influence nuisible. Je te rappelle et je le rappelle aux enfants d'ailleurs, je dis, Hitler parlait d'une race aryenne et une race pure à laquelle il ne ressemblait pas. Absolument pas. Et comment... Moi, je suis fascinée. Il se détestait lui-même pour être aussi cruel. Il faut croire. De toute façon, je dis aussi aux enfants, il n'y a pas de gens heureux, agressifs. Regarde quand on est amoureux, et je leur dis, parce que j'explique aux enfants parce qu'ils peuvent ressentir aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire, je leur dis, regardez quand vous êtes amoureux et que vous savez que l'autre vous aime, tout va bien. Vous avez envie de vous lever pour aller à l'école. Tout va super bien, on n'est jamais malade et tout va super bien. Si quelqu'un vous agresse, c'est que ce quelqu'un ne va pas bien. Et que ça aussi, ça, mon père nous a appris, c'est de pas regarder les gens en transparence et à toujours essayer de chercher ce qu'il y a derrière et au fond. Parce qu'il a cherché aussi à comprendre pourquoi ils étaient comme ils étaient, quelque part, pour mieux le vivre. Pourquoi, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Pourquoi non, si tu veux, je pense pas, parce que simplement, la bêtise humaine est un peu trop fréquente, je trouve. Et puis surtout, alors un jour, il m'avait dit, un jour où j'avais vu un texte de lui, une fois qu'on a eu la parole, il m'avait donné un texte et je le lisais à la maison et je l'ai appelé en pleurant et je lui ai dit, mais papa, comment les êtres humains sont capables de faire ça à d'autres êtres humains? Il m'a dit, ne t'inquiète pas ma chérie, j'ai confiance en l'homme, il n'est qu'à son balbutiement. Ah ouais, en plus il avait espoir. Il avait espoir. Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il pourrait dire. Il a dit en tout cas, en parlant effectivement, il disait, en fait j'ai l'impression que c'est comme si au départ, le silence du camp devait se perpétuer un peu. Pour ça il disait, en fait je me suis tue, valait mieux se taire. Et il dit en entretien, quand on va là-bas, il faut se taire. Donc c'est comme si c'était ancré. Il faut rien dire, surtout ne rien dire. Alors que c'est honteux ce qui se passe. On aurait envie de se rebeller, de crier à tout le monde qu'est-ce qui se passe. Mais non, en fait, la victime, dans un premier temps, se tait. Et il dit, décrire la réalité de ce qui fut là-bas en faisant des phrases, en recherchant le mot juste, est une traîtrise, parce qu'il faut cracher un peu ça. Et il dit, je le décrirais comme un crachat. Il faut cracher un peu ça. Si je devais l'écrire, je l'écrirais
Oui, je crois que j'écrirais comme un crachat. Et il dit, ni mon père, ni ma mère, ni ma petite sœur de 10 ans n'auraient pu tenir le coup de ce que j'ai vécu. Donc du coup, il y a un mélange comme ça en se disant, tiens, on ne peut pas en parler parce que c'est inacceptable, mais en même temps, on a besoin d'expliquer cette cruauté-là pour ne plus jamais que ça arrive. Comment est-ce que tu fais maintenant, aujourd'hui pour témoigner justement au sujet ben voilà, d'une histoire qui est si difficile et qui est ton histoire familiale que tu as aussi dans ton sang, Ben, on a dans les tes gènes, enfants aussi, ne serait-ce que le rapport à la nourriture. peur de manquer. Ah oui, on faisait des réserves. J'ai un ex-mari qui disait, quand on est en vacances avec les Browns, au petit déjeuner, on parle du déjeuner, au déjeuner, on parle du goûter, au goûter, on parle du dîner, et au dîner, on parle du petit déjeuner. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup de nourriture. Et puis on fait des réserves, tu vois, autant dans nos placards que sur nous, pour certains, sauf notre sœur, qui elle, est plutôt mince, même si elle mange. Alors je pense que en parler, si tu veux, pour ceux qui sont revenus, d'ailleurs ceux qui ont parlé tout de suite après, il y en a beaucoup qui se sont suicidés. Tu vois? Regarde Primo Levi, il a parlé, il a écrit, il s'est suicidé. Peut-être qu'il faut un temps de digestion pour, et puis, y a-t-il des mots, comme il disait, y a-t-il des mots pour parler de l'inanarable, je sais pas comment Ouais. on dit, tu vois? Je pense pas que L'inacceptable. l'inacceptable, c'est inracontable, puis surtout quand tu vis des choses dans tes tripes, cette inhumanité, et cette déshumanisation, pourquoi? Juste parce que tu es juif ou, heu, ou homosexuel ou parce que tu es, handicapé ou tu vois? Ou tzigane, donc non, non, c'est impensable quand on est un être humain, de bonne composition, tu vois? Ouais. Entre vous, parce que du coup, tu as deux frères, une sœur, Ouais, deux mariages différents, enfin ouais. deux unions Mmh. différentes. Au début, vous disiez, en fait, vous n'en parliez pas. Pas C'était du tout, aussi tabou. C'était un sujet sous silence aussi. Par complètement. respect, j'imagine. Par pudeur. Par protection aussi. Par protection. C'est sûr que je parlais avec ma sœur, on a malheureusement perdu notre frère aîné il y a 3 ans, Didier, mais si tu veux, David, j'ai 11 mois d'écart, on a été élevés comme des jumeaux, donc même tous les 2, on n'en parlait pas. C'est Ouais, ça même qui pas est entre vous, genre en rien. cachette. Moi, j'ai juste dit, à 20 ans, à peu près à 20 ans, comme j'avais une adolescence très douloureuse, très compliqué, mais parce que je ne savais pas ce qui me mettait mal, Ah tu oui, donc vois? ça veut dire que tu ressentais un mal-être Ah ben et j'avais un tu savais mal-être. pas d'où ça venait. Non, mais j'avais un mal-être de vivre, comme si je Au-delà du malaise, ah bah, ouais. du mal-être de l'adolescente ou l'adolescent classique. Bah, je Ouais. sais pas, mais en tout cas, Mm. d'ailleurs mon père le dit, il dit que, pour lui, ses enfants, c'est une génération sacrifiée, tu Oui, vois? il dit d'ailleurs, mes parents vivaient dans l'esprit de mes enfants. Ah bah oui, puis alors C'est très moi, fort. Les parents de ton papa, qui sont donc décédés, bah, tu les au camp. fantasmes. Du coup, waouh, c'est sûr que ça ne doit pas être évident. Il y a Non, un moment où il faut que la parole se libère quand même. ouais, ouais, Malika, ma grand-mère, ta Monique, grand-mère, ma Monique, tante, ta ouais. tante. Et j'ai appris très tard que ma sœur avait Monique, que mes 2 cousines avaient aussi Monique en deuxième prénom. Donc tu vois, on a toutes eu, ce prénom en héritage. Alors ça, les prénoms, moi par exemple, mon frère est mort en 2019. Mmh. Je suis tombée enceinte après. Je savais qu'il fallait faire attention à quel deuxième prénom on mettait. Mmh. J'ai pas pu m'empêcher de mettre son prénom Et tu l'as fait? en deuxième prénom. J'ai pas pu m'en empêcher. Non, ouais. Alors que je savais que Mmh. il fallait après un peu nettoyer. Donc comment tu as fait, toi, avec ces prénoms? Comment tu as géré ça? Tu as fait un Heu, travail thérapeutique? bah, j'ai pas arrêté, j'ai pas Tu arrêté n'arrêtes de pas en ah fait, bah, au présent. totalement. Ben oui. Bah, moi, depuis l'âge de 20 ans. Un jour, à 20 ans, j'ai dit à mon frère et ma sœur, aînés, je leur ai dit: «Bon, bah, allez, ça y est, je commence une thérapie parce que j'en ai marre, de souffrir». Didier me dit: «Ah bon?» Je lui dis: «Écoute, hein, je pense que l'histoire de papa, nous a pas aidés, pour se construire». Il me dit: «Oh, tu crois?» Puis finalement, tu vois, tout le monde est parti en thérapie aussi. Mais du coup, c'était à l'adolescence. Tu disais, il y a juste une fois où j'ai dit à mon frère, parce qu'on est passé à un autre sujet, À mais 20 ans.
Ah Non, voilà, à 20 ans. c'est à Ah, c'est 20 à ans. 20 À ans. 20 ans, je leur ai dit, ça y est, je commence une Ah thérapie. ben on est arrivé, donc très bien. Ouais. Et Excellent, je n'ai bien. pas Oui. cessé de faire une thérapie. J'ai pas cessé. Sur les prénoms, tu conseilles quoi alors? Quand on porte un prénom comme ça, de la grand-mère qui s'est suicidée, du frère qui a eu un accident dramatique, voilà, de la grand-mère qui a été tuée violemment et de manière tout à fait folle, parce que je pense qu'on peut mettre ce mot. C'est quoi le travail à faire? C'est difficile parce que c'est comme les endroits, tout porte une mémoire, Ouais. tu vois. Donc, c'est un énorme travail pour prendre sa propre identité. Ça a été long pour moi. Ah ouais. Comment Ouais. tu traduis du coup le fait de ne pas avoir eu ta propre identité pendant tout un temps? Ça se traduit C'est comment? comme, je ne sais pas si j'arrive à le traduire. Je pense que j'ai eu à la fois, je m'excusais de vivre et à la fois j'avais envie de faire vivre cette grand-mère qui n'avait pas vécu ou survécu. Un jour, j'ai regardé le livre que mon père avait écrit pour voir à quel âge était morte ma grand-mère. Et elle est morte à 45 ans. Et je me suis dit, ça c'est dingue, j'allais avoir 45 ans. Et mon père, m'a dit, peu de jours après: «Tiens, c'est marrant, tu vas avoir l'âge qu'avait, mamie quand elle est morte». Et je l'ai regardé, je lui ai dit: «Tu sais, je vais pas mourir, je vais survivre». Et c'est lui qui est mort quand j'ai eu 45 ans. Mais non. Oh, C'est dingue, hein, quand même. ouais. Ouais, c'est dingue. C'est incroyable. Voilà, après c'est la vie, hein, et puis c'est le chemin. Excuse-moi, mais du coup, c'était soudain? Alors Parce que quand tu me racontes ça, j'ai l'impression que c'est tellement lié. bah, écoute, c'était soudain, c'est-à-dire que oui, il a commencé il est tombé un jour et il a commencé à aller de plus en plus mal et puis il est parti en juillet, 2011. Et j'avais 45 ans. Non, mais c'est hallucinant. Le poids de l'histoire Ouais, ouais, familiale, ouais. Ouais. jusqu'à la coïncidence des dates. Ah, mais c'est dingue. Alors ça, moi, ça me passionne, hein. Ouais. Les dates. Et c'est important de travailler, toi, aujourd'hui, pour les Ah bah générations qui oui. arrivent, du coup. Est-ce qu'on peut en parler de cela? Ah Tu, bah, tu peux bah communiquer moi ton j'adore, savoir j'adore. là-dessus. Ah bah moi je peux t'en parler des heures parce Vas-y, que vas-y, j'ai des dis-nous gens tout. extraordinaires pour ça. Alors j'ai commencé les thérapies et pardon pour les thérapeutes, je trouve que, et j'ai une cousine qui était thérapeute qui est extraordinaire, c'est extraordinaire pour moi, en ce qui me concerne. La thérapie a aidé à identifier mais ne m'a pas guérie. Et je pense alors la parole aussi, d'avoir eu la parole avec notre père, évidemment ça m'a beaucoup aidée parce que ça a identifié des choses. J'ai su par exemple un jour où je le voyais témoigner dans une école, je l'ai entendu parler d'un cauchemar que je faisais petite. Mais non. Mais si, c'est ce qui s'était passé dans les trains pour aller à Auschwitz avec ma grand-mère. Mais si tu veux, c'était un cauchemar, une hantise que j'avais moi petite dans c'était mon cauchemar et je l'ai entendu raconter un truc c'était tu sais ah ouais, c'était terrible. Et donc je me disais: «Ah donc dans le silence, on transmet», évidemment. Encore plus. Oui, Les enfants, quand on ne leur dit rien, savent encore plus de choses oui que alors quand on essaye de dire, mais sans vraiment dire. Qu'est-ce que tu en penses, toi? moi je suis pour parler Moi parce que aussi, le silence tue. ah On bah, dit que pour le moi c'est terrible. silence tue. C'est terrible le Oui. silence. Parce que finalement, j'ai vu que le silence ne me construisait pas, me figeait, et qu'une fois j'ai eu la parole, bah, j'ai pu avancer. Et je donne cet exemple aux enfants, très bateau, tu vois, mais pour leur faire comprendre. Je leur dis, vous voyez, euh, le jour où vous tombez amoureux, ben, et que vous ne savez pas si l'autre vous aime, vous passez des temps, surtout nous les filles, à appeler nos copains, nos copines. Alors, il m'a fait ça, il m'a regardé, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as regardé, s'il me regardait, hein, est-ce que tu crois que, est-ce que tu crois que. Moi, j'ai passé des heures au téléphone avec mes copines est-ce que tu crois que. Et puis finalement, une fois que tu sais si l'autre t'aime ou pas. Donc là, dans ces cas-là, quand tu es dans cette phase de est-ce que tu crois que, bah, t'es fiché, tu penses qu'à ça. Oui, Tu c'est obsédé, obsessionnel. c'est Ouais, obsessionnel. c'est ça. Et une fois que tu sais si l'autre t'aime ou pas, eh ben, tu vas être dans le mouvement. Soit tu vas vivre une relation, Oui. soit tu vas pouvoir passer à autre chose. Mhm. Et là, il y a quelque chose d'autre qui se met en place. Donc, il y a un mouvement que je leur dis. Ben, moi, le silence, ça a été la période très
anxiogène où j'avais un mal-être, je ne savais pas pourquoi, je ne l'identifiais pas, mais j'avais un mal-être, et j'étais obsessionnelle, et je parlais tout le temps d'un mal-être dont je ne savais pas, mais un mal-être, avec lequel j'ai voulu m'évader en tombant amoureuse, tu vois, en ayant d'autres obsessions comme ça, les garçons entre autres. Et puis une fois que qu'on a eu la parole, eh ben, bah, elle a été libératrice, comme je te disais tout à l'heure. Même si les mots et ce que j'ai pu entendre sont pires que ce que j'aurais pu imaginer. Mais la parole Mais je savais. a libéré. Et ben, elle a Du poids libéré. familial. Et donc, tu peux être dans le mouvement. Mais justement, là, on est en fin d'entretien. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes qui ont un lourd poids au niveau du secret familial, voilà, qui auraient appris quelque chose de très dramatique dans la famille parce que quelque chose aurait fait que la famille se dit tiens, il va falloir le dire parce que maintenant, c'est vrai que les psychologues encouragent à parler, même si c'est très grave, pour éviter qu'il y ait, ne serait-ce que dans le cadre de viol par exemple, des fois il peut y avoir un viol d'une génération, ça n'est pas dit, au point qu'il y a à nouveau un violeur quelques générations après. Mais plein de choses. D'où l'importance en fait de libérer la parole pour que ça s'arrête, hein, je pense. Qu'est-ce que tu auras à dire à ces personnes qui vivent ça, qui viennent de découvrir quelque chose? Alors, aujourd'hui, tu sais, on a vraiment la chance d'avoir plein de thérapies, hein. Des programmatrices comme avec Paula, les constellations familiales. Je mets le lien d'Allo Tu Poula. mets Allo Paula. Ouais. Moi, j'ai aussi Rivka Namias avec le Theta Healing, qui est aussi ça m'aide beaucoup. Il y a le EMDR aussi. Ouais. Le EMDR qui est extraordinaire. J'ai Emmanuel Denis qui fait ça aussi merveilleusement bien. J'ai fait plein de techniques comme ça. Euh, de toute façon, je pense que toute personne qui est issue d'un secret le ressent. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, je pense qu'on porte quelque chose et on le ressent, et ça doit se sentir dans ce qu'on vit. Ça se traduit par quoi? Par un mal-être uniquement pour toi ou carrément par d'autres choses du quotidien? Ou certainement les deux. Si tu veux, un mal-être et peut-être aussi d'autres choses du quotidien. C'est-à-dire qu'on peut s'interdire d'être heureux aussi. On peut s'interdire Le bonheur. le bonheur, on oui. peut s'interdire de gagner de l'argent parce que moi, par exemple, et je pense que David, mon frère aussi, ils ont été déportés parce que jalousés parce qu'ils avaient un grand appartement. Donc dénoncés. Donc nous, il ne faut pas qu'on montre qu'on a de quoi être dénoncé. Tu vois, Oui. on peut gagner de l'argent, mais on ne le garde pas. C'est Mais ça. depuis que j'ai fait ma constellation familiale, maintenant j'arrive à pas garder de l'argent, mais à être un peu plus, à être moins en danger que ce que je n'étais. Ah ouais, Tu vois, ça parce se que je me traduit par mettais plein de- moins en danger. Mais au moins, je n'étais pas en danger de mourir. C'est ça. Mais fallait pas garder l'argent. ça paraît dingue de dire un truc comme ça, mais c'est une réalité. C'est un conditionnement Parce que, inconscient. ah bah oui, depuis le jour où j'ai fait ma constellation, j'avais un énorme découvert, j'ai réussi petit à petit à le remonter. Tu vois, parce que je pouvais gagner de l'argent, mais il fallait tout de suite que je le dépense. Oui, et à l'inverse, faire des réserves en nourriture. Alors ça, c'est un autre sujet, un autre débat, la nourriture. Et c'est vrai que là, avec ce qui se passe dans le monde, qui est assez anxiogène, j'ai repris des kilos. Parce que j'ai un rapport à la nourriture, tant qu'il y en a, prends-en, parce qu'on ne sait jamais. C'est ça, faire des réserves. Ouais. Je pense que ça, on a tous un peu un conditionnement par rapport à la nourriture qui peut aussi avoir un rapport à ce qu'a vécu notre famille, nos ancêtres. Du coup, c'est intéressant. Je n'aurais jamais fait le lien jusqu'au rapport à l'argent. Moi, j'en suis intimement convaincue, puisqu'on l'a travaillé, et puis clac, ça s'est déprogrammé, tu vois. Puis l'identité aussi, de pouvoir dire je suis juive. Alors, Il moi... y a aussi ça, non? Est-ce que tu l'es d'abord? D'abord, je suis mère juive. Oui, mais si tu veux, je suis d'histoire juive. Soyez riches de la différence des autres. Et de notre différence. Et de notre différence. Et soyez fiers de ce que vous êtes, différents des autres. On n'est pas des moutons. Et tu sais, ça m'avait très... Ah non, toujours à mes débuts dans mon métier. Parce que tu es maquilleuse, il faut quand même le dire. Magnifique maquilleuse. D'ailleurs, tu es toujours très très belle. J'ai eu la chance de te connaître grâce au Soldat Rose. Ah oui, ça c'était tellement génial. En poupée. C'était tellement sympa. Mais alors, tu vois,
Le soldat rose, c'était quelque chose où on venait me demander de faire des créations. Et ça, je sais moins le faire. Oh, pourquoi? Mais je vais te dire. Génial. Oui, mais il fallait toujours que ça soit beau. Pourquoi? Parce qu'à 5 ans, je disais je serais camilleuse quand je serais grande. Camilleuse? Parce que j'arrivais pas à dire maquilleuse. Oh, On me disait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Et je disais je serais camilleuse. Déjà petite? Ah oui. Waouh. Et puis j'imaginais, mais tu vas bien comprendre. Et comme quoi? Je ne savais pas rien de l'histoire de mon père, hein. On est toujours dedans. Et ma mère n'était pas dans le maquillage, elle était dans l'esthétique, mais elle n'était pas dans le maquillage. C'est marrant, je cherchais le lien entre l'histoire familiale Bah, tu et vas la voir. cette envie d'être maquilleuse. Bah, tu vas le savoir, parce que je le sais depuis peu. Imaginez les femmes rentrer dans mon usine à transformation. Et souvent des femmes tristes, tu vois. Et donc des femmes tristes. Et je me souviens d'un jour, dans un restaurant, et je regardais une femme et je me disais, oh, elle pourrait être tellement belle cette femme, mais je sentais de la tristesse. Et mon père me grondait, il me disait, mais Malika, on ne fixe pas les gens. Donc je ne fixais pas, j'essayais, je rentrais comme si je rentrais dans le corps de cette femme, dans sa tête. Et je voyais cette femme triste, et je l'imaginais rentrer dans mon usine à transformation. Donc dans mon usine à transformation, tu avais tout, hein, coiffeur, maquilleur, psychologue et tout. Bon, bref, et ces femmes tristes pouvaient ressortir lumineuses. Et donc, il n'y a pas si longtemps, une de mes amies thérapeutes, je me demande si c'est pas Rivka, qui m'a dit, bah, tu parles d'usine, mais toi, les femmes de ta famille sont rentrées dans une usine à extermination. Elles n'en sont pas sorties et tu as voulu transformer l'horreur en beau. Ouais. Et donc, finalement, pourquoi je ne sais pas faire des effets spéciaux? Maintenant, j'ai compris, parce que les effets spéciaux, en les dire, enfin, tu vois, c'est quelque chose de beaucoup plus dur pour moi. Je n'aime que mettre de la lumière là où je mets mes pinceaux, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça aussi que j'arrive à maquiller que des gens que j'aime, quoi. Et tu maquilles de grandes stars et merveilleusement bien. Mais parce que je les aime. Et c'est vrai que les maquilleuses, il faut que je vous dise, elles ont quelque chose d'hyper thérapeutique passé chez les maquilleuses. C'est vrai que vous avez toute une âme artistique qui... Enfin, toi, en tout cas, tu m'as marqué particulièrement. Et c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de maquilleuses, mais les maquilleuses que j'ai eues de manière régulière, il y a ce brin d'âme supplémentaire, comme si vous étiez des petites fées, en fait. Comme si votre métier, c'est « je suis fée », en fait. Mais en tout cas... Je suis la fée de la beauté. Ah, j'adore être la fée, mais... C'est vrai que toi, tu transmets ce truc, on te voit, c'est thérapeutique. Vraiment. Alors, j'ai une amie qui un jour m'a dit ça, où j'ai commencé à la maquiller et je le touchais et elle m'a dit je ne pouvais plus parler. Parce que... T'as une présence thérapeutique, d'ailleurs. Bah, je ne sais pas si on te l'a déjà dit. Bah, oui, peut-être que j'aurais fait thérapeute si je n'avais pas été maquilleuse, mais effectivement, j'ai envie de mettre de la lumière partout où je vais. Là où ils ont voulu éteindre peut-être celle de ma famille et peut-être de Malika et Monique, dont je porte le prénom. Et ben, que d'être la femme que je suis, c'est remettre de la lumière. Et je disais toujours, même très jeune, j'aimerais être grand-mère pour faire vivre la Malika qui n'a pas pu vivre. Ma grand-mère, que j'ai fantasmée, hein, bien sûr. Continuons à mettre des étoiles plein les yeux à chaque personne que tu rencontres. Ah ben ouais, pour moi, c'est bien. Puis le rire, hein. Attention, pour moi, le rire est très important. Alors pour moi, c'est le médicament de la vie et c'est la politesse de la vie. C'est marrant parce que j'ai un petit garçon qui m'avait dit ça, le meilleur médicament, c'est le rire. Ah oui, c'est vrai? Oui, un de tes fils? Le fils de mon compagnon. Ah oui, Il m'avait dit ça, c'est ma citation de l'année dernière que j'ai gardée dans la meilleure en fait. Ah oui, bah, je trouve ça génial. Le meilleur médicament, c'est le rire. Il m'a dit ça, il avait 6 ans. Quoi. Mais il a raison, mon Dieu. Oui. Et puis on peut rire de tout, je pense, tu vois. Et puis comme on peut tout dire, et ça dépend comment on le dit. Si tu le dis nerveusement en criant, l'autre ne peut pas le recevoir. Et c'est ce que je dis aussi aux enfants. Je dis, on n'est pas parfait. Et si par exemple vous vous sentez agressé par un de vos copains, d'abord c'est qu'il ne va pas bien. C'est qu'en général, quelqu'un qui est agressé, c'est qu'il ne va pas bien. Et que s'il ne va pas bien, essayez de comprendre pourquoi. Et puis vous, si vous êtes senti agressé, vous pouvez le dire à votre ami. En disant, bah là, tu vois, ce que tu m'as fait ou ce que tu m'as dit, ça m'a blessé, ça m'a fait du mal. Et l'autre, ça vous lui donner la possibilité de s'excuser. Moi, ce que je trouve de plus terrible, c'est des gens qui ferment les portes, qui ne laissent pas le dialogue. Et
qui n'écoutent pas les autres. Et les gens ne s'écoutent pas. Mon père disait toujours, regardez un mail ou un message, vous envoyez, les gens ne le lisent pas. Ouais. Donc après, ils disent, ah bah j'ai pas eu les infos. Bah si, tu les as eues, mais tu les as pas lues. Ouais, prendre le temps d'écouter et oser parler. Mais oui, on parle de dans la l'échange. liberté de parole. Est-ce que tu penses qu'elle existe vraiment? Moi, j'ai l'impression que c'est quand même pas toujours ça. On en parlait avec le témoignage, avec le documentaire sur Bertrand Cantat, comme il y a eu beaucoup de langues qui se sont tues alors que des choses se savaient. Et puis, il y avait deux équipes, celle qui défendait et puis celle qui avait une toute autre opinion, mais qu'on n'écoutait pas au départ. Qu'est-ce que tu aurais à dire comme message justement au sujet de la liberté de parole? Est-ce que tu as un message à donner là pour clôturer pour moi, elle cet est entretien? essentielle. Pour moi, la liberté de parole est essentielle. Et le respect de cette parole-là. Alors après, tu vas me dire, oui, mais quand la liberté de parole est pour être dans la négation ou la négativité ou nier les choses ou pour faire mal, bon ben là, donc c'est plus compliqué là. Je peux pas adhérer à ça, évidemment. Et dénoncer, c'est très difficile. Oui, dénoncer, c'est très difficile, pourtant, évidemment. Heureusement que certaines personnes osent le faire. Oui, alors aujourd'hui, on est aussi je pense que petit à petit, la parole se délie, tu vois. Tout comme maintenant, tu as des thérapeutes, il y a des attentats, tu as des thérapeutes qui sont là. Le MDR se fait beaucoup après des attentats. Tu vois, mon père, lui, il y a 80 ans, il est revenu des camps, personne ne l'a accueilli. Tu vois, il a été accueilli par un gendarme qui lui a posé des questions, presque à mettre en doute d'où il venait, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui on a peut-être cet outil, si tu veux, de communication permet d'autres choses, mais il faut savoir bien l'utiliser. Oui, liberté de parole, mais pour l'utiliser à bon escient et à se faire du bien, parce que je le sais, j'ai appris à n'avoir aucune haine comme je dis aux enfants, je ne vis pas dans le pays des bisounours, mais n'avoir aucune haine, c'est se donner toutes les libertés. Et mon père disait, ne pas pardonner, c'est d'abord, ça ne ramène personne, et c'est faire gagner les bourreaux, une deuxième fois. Ouais. Parce que finalement, quand tu es, bien sûr, quand tu es en colère contre quelqu'un, bah, tu ne vis pas, pleinement en tout cas. Et tu ne t'autorises pas à vivre dans le bonheur. Donc, autorisez-vous à vivre dans le bonheur. Autorisons-nous le pardon. Ah, bah oui, ça, pour moi, c'est fondamental. Parce que chacun est à un stade de sa progression. Alors, moi, je crois aux vies, tu vois. Moi aussi. Aux vies antérieures, à la réincarnation. Évidemment, j'y crois et je pense que la vie est un apprentissage. Voilà, il n'y a pas de hasard. Non. Alors, le livre, je vous le montre. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à vous le procurer, à le transmettre. Et puis, Malka, du coup, je mets ton Instagram, si vous voulez suivre Malka. Remercie. Et puis, restez là, abonnez-vous à cette chaîne, puisque c'est ce qui va permettre de continuer à faire plein de contenus, avec des témoignages, l'amour, etc., sur les couples, l'amour, bien sûr, et puis le développement personnel. À bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Je dis à bientôt, mais bah oui, sur Instagram. Je vais peut-être revenir. Pourquoi pas.